Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Azur. Comme vous le savez, Azur, c'est le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs, des visionnaires, des politiques, des sportifs, des personnes qui font notre région et notre Côte d'Azur. Aujourd'hui, on va recevoir Fred Guintran. Il est président du pôle restauration de l'UMI06. Il est également restaurateur, entrepreneur. Il va nous parler de sa vision sur la France, sur l'entrepreneuriat, sur le futur de la France aussi, sur le futur de la région. Épisode 2, Azur, c'est parti. On y go. Allez, on y va, David. Salut Fred. Salut, David. Merci d'être venu aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Azur. C'est un vrai plaisir de te recevoir, vraiment. Merci pour l'invitation, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Donc, je suis très honoré d'être ici et puis on est dans un bel endroit, donc voilà. C'est vrai. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, me raconter qui était Fred Guintran, enfant ? Pour bien commencer. Écoute, Fred Guintran, enfant, tu sais, c'est un enfant comme tous les autres, quoi. Hein. La famille, j'ai une famille, moi j'ai la moitié de ma famille qui est originaire de la Vésubie, donc petit village qui s'appelle Belvédère. Et puis l'autre moitié, c'est des pieds noirs qui arrivent de Tunisie, tu vois. Donc une famille simple, une famille de travailleurs, des gens normaux. Hein. Mon père ouvrier à la Compagnie des Eaux, ma maman qui est employée de mairie, qui a fait toute sa carrière à la mairie de Nice. Donc quelqu'un de tout à fait normal qui grandit dans un environnement dans lequel on n'a jamais manqué de rien, tu vois, on n'avait pas beaucoup d'argent mais on était heureux, on n'a jamais manqué de rien. Une jeunesse dans le quartier des Baumettes. Okay. On habitait rue Alexis Mossa dans un petit appartement de 55 mètres carrés, 5e étage sans ascenseur mais super sympa. Donc on est allé à l'école Baumettes avec mon frère, ma soeur est arrivée plus tard. Mes vacances qui sont partagées entre les colonies de la Compagnie des Eaux et puis les week-ends et les vacances, certaines vacances à Belvédère. Donc la semaine à la ville, le week-end à la campagne, vraiment bien. J'ai pu profiter de Nice et puis j'ai vu Nice évoluer. Tu vois, enfin Nice à l'époque c'était quand même un village. Hein. Ouais, on va en parler après du changement et de la vision sur Nice. Voilà, on se baladait, enfin on se déplaçait à pied ou en bus. Mes parents ils avaient qu'une seule voiture. Bon, on était bien. Et pendant cette période, quelles valeurs t'ont été transmises par tes parents ? Tu sais, au niveau de la famille, enfin, c'est des gens qui avaient quand même beaucoup souffert. Alors, la partie pieds noirs, ils sont arrivés, ils sont partis de là-bas dans des conditions quand même compliquées. Donc, ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas grand-chose. Ils n'ont pas forcément été accueillis à bras ouverts, hein, parce que quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas vraiment considérés comme des Français. Donc, ça a été dur, ils ont dû se battre pour se faire accepter. Et puis du côté de mes grands-parents, c'était des gens d'origine paysanne et qui venaient de la terre. Donc c'est pareil, hein, ils sont descendus à Nice pour travailler. Ils nous ont appris que le travail, c'était le plus important. C'était la base. Le travail, la famille, le fait de respecter ceux qui savent, le fait de rester à sa place aussi. Et puis surtout, si tu n'es pas content d'être à ta place, tu travailles pour prendre celle que tu veux. Quoi. Exactement. Mais pas de jalousie, du partage. Pas beaucoup, mais le peu qu'on a, on le partage et puis on en profite tous ensemble. Donc voilà ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu mes parents travailler le matin. J'entendais mon père, j'étais pas encore réveillé, j'entendais la porte de la maison qui s'ouvrait. Et mon père qui partait au boulot. Et puis le soir, ma mère nous couchait avec mon frère. On était couchés, on avait une petite chambre avec un petit lit superposé. Et puis j'entendais la porte de la maison qui s'ouvrait. C'est mon père qui rentrait. Quoi. Donc en fait, on a été éduqués comme ça. Et c'est les valeurs qu'on a eues. Des valeurs simples, mais avec le respect de la famille, avec le respect de l'autorité, avec le respect des enseignants. Enfin voilà, chacun reste à sa place. Et puis surtout, c'est que le jeune respecte entre guillemets l'ancien. Et puis en général, tout se passe bien. Si tu suis les règles, ça va. Bon, après, on a été élevés quand même. On était 2 garçons, tu vois. Donc ma soeur, je te dis, elle est arrivée après, mais il fallait de l'autorité, sinon ça marchait pas. Quoi. Bien sûr. Et est-ce que toutes ces valeurs, elles t'ont mis sur la voie de l'entrepreneuriat ou ça arrivait bien après ? Je pense que les valeurs, elles sont déjà importantes pour pouvoir t'insérer socialement. Tu vois, c'est-à-dire que si tu n'as pas de valeurs aujourd'hui, comment tu veux respecter un feu rouge, comment tu veux respecter un policier, comment tu veux respecter un professeur. Bon. Donc ça, c'est des valeurs de la vie. Les valeurs de l'entrepreneuriat, elles sont venues après parce qu'on n'était pas forcément destiné à ça. Tu vois, on vient d'une famille où tout le monde a été employé toute sa vie, enfin quasiment tout le monde. Mon arrière-grand-père était menuisier à Belvédère, menuisier ébéniste. Ok. Et c'était une vie qui était compliquée. Donc en fait, mes grands-parents, quand on leur a dit qu'on allait travailler pour nous, ça a été quand même un choc parce qu'ils savaient que c'était compliqué de gérer une entreprise, c'était dur, c'était des sacrifices, tu n'avais pas forcément de sécurité. Donc c'était pas forcément l'ambition de la famille qu'on travaille pour nous. Quoi. Mais depuis petit, hein, je te dis, depuis qu'on a été pré-ado, on a toujours essayé de faire des choses pour gagner un peu d'argent.
Tu vois, je vais te dire n'importe quoi, mais on ramassait des châtaignes. On ramassait des châtaignes à Belvédère, on les vendait à un copain qui avait un banc au marché à Nice et qui les vendait pour nous, tu vois. On allait ramasser des champignons, on arrivait à les vendre. On a ramassé de la lavande, on a fait des petits sacs de lavande et on les... En fait, c'était des petits trucs. Alors, il y avait déjà cette fibre entrepreneuriale. On avait déjà envie de s'en sortir et en fait, pour s'en sortir, on essayait de trouver tous les moyens qui étaient à notre disposition pour gagner un petit peu d'argent. Okay. Donc, on a toujours été, c'est vrai, dans la recherche de... On a essayé de se débrouiller quand même assez tôt. Et ton premier projet marquant, ça a été quoi, mis à part les châtaignes? Alors le premier projet marquant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à bosser à 16 ans. Okay. Et mon frère aussi, tu vois. Alors lui en apprentissage et moi je bossais comme animateur au centre aéré de la mairie. D'accord. À l'époque c'était 190 francs, payer 190 francs la journée, donc ça fait quoi? Ça fait l'équivalent de 30 euros. 30 euros. Ouais. J'ai passé mon BAFA et donc j'ai commencé à travailler comme ça. Et puis ensuite, j'ai bossé un petit peu à la Compagnie des Eaux, j'ai bossé un petit peu à droite, à gauche, au McDo, notamment quand j'étais étudiant. Et puis je suis rentré dans la restauration. J'avais 18-19 ans, tu vois, pendant les saisons estivales. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était quand même fait pour moi. J'étais quand même hyper actif, je bougeais pas mal, je faisais du sport. Donc c'était un moyen de me dépenser de façon ludique et puis de travailler, de gagner de l'argent. Et puis j'ai gagné beaucoup d'argent. Quand t'es serveur à l'époque, je sais pas, j'avais 300, 400, 500 francs, 600 francs par jour de pourboire dans la poche, plus le salaire, donc c'était beaucoup d'argent. Et donc je me suis lancé comme ça. Maintenant, le vrai démarrage, c'est mon frère et moi quand on a lancé le camion pizza en 2004. C'était à Nice-Nord, c'est ça? Ouais, pizza, les deux frères. On a mon frère qui est licencié économiquement de Multari à l'époque parce qu'il y a les travaux du tram, donc 50% de l'équipe qui part en chômage, enfin en licenciement économique. Et donc, il achète une voiture à crédit, il revend la voiture, on achète un camion. Mon père nous aménage le camion dans le jardin. Il aménage le camion pizza. On a de la chance. Four. Ouais, on a surtout de la chance d'avoir une place parce qu'on n'avait pas de réseau, on connaissait personne. Enfin, tu vois, quand tu as des parents qui sont des gens normaux, tu n'as pas forcément le réseau pour t'installer quelque part. Sûr. Mais bon, on a réussi à avoir la chance d'avoir une place et puis on a commencé à travailler comme ça. Et ça a vraiment été le démarrage. Ok. Ça a vraiment été le démarrage, mais toujours pareil. Il y a des faits derrière qui font que ça a pu fonctionner. Tu vois, on était jeunes, on habitait chez mes parents, on n'avait pas encore de frais. Donc en fait, tout l'argent qu'on a pu gagner au départ, on a pu le réinjecter dans la société, quoi. Okay. Et ça nous a permis de nous développer par la suite. Ok, ouais, on va parler après des victoires et des bascules. Est-ce qu'on va passer d'abord par le moment un peu négatif, dans le sens où tu as eu sûrement des coups durs, des défaites. Est-ce que tu as en souvenir une claque, un projet qui s'effondre après le camion à pizza ou avant ou, tu sais... J'imagine que c'est formateur. Donc, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un chef d'entreprise qui n'a pas fait d'erreur. Tu vois. Et puis en fait, c'est la somme de toutes tes erreurs que tu as réussi à corriger qui font que tu es encore là résultat. Ou pas. Voilà, parce que si jamais tu fais que des erreurs et que tu les corriges pas, forcément tu sautes. Mais des erreurs marquantes, alors j'ai même pas envie d'appeler ça des erreurs, tu vois. Ou forcément, peut-être même pas des échecs, c'est peut-être des mauvais choix. Tu vois. En fait, il faut pas... Une erreur, t'es au courant peut-être. Si je te dis attention, ne touche pas le briquet, là tu vas le brûler le doigt. Bon, si tu touches la flamme, tu vas le brûler, mais je t'ai prévenu. Par contre, le problème, c'est quand t'es chef d'entreprise, tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Tu fais des anticipations, tu fais des choix, et tu espères que ça va marcher. Et parfois ça marche, maximum, ouais. Parfois ça marche pas, et puis des fois t'es obligé de régler la copie ou de la corriger en tout cas en cours de route. Non, un gros pas un gros plantage, mais c'est un plantage qui nous a servi quand même pour voir les choses différemment et puis surtout pour apprendre. On est parti dans le Var en 2012, je pense, où on voulait un petit peu changer de vie, on avait envie de prendre des affaires un peu plus saisonnières et se dire on travaille 6 mois, 7 mois, 8 mois et puis pendant 4 mois on travaille pas, c'est cool, donc on travaille à fond et puis après on s'arrête. On était à Port-Grimaud, on avait deux restaurants bien placés sur la place. Okay. Mais bon, malheureusement, on s'est rendu compte que c'était pas fait pour nous. Donc on a vraiment fait de la restauration. Donc là, on se lançait vraiment dans la restauration parce qu'on faisait plus du snack, de la pizza et tout ça. Et là, ça a été gros foirage, ouais. Mais gros foirage, où j'ai appris beaucoup de choses, tu vois. Toujours avec ton frère. Ouais, on avait 2 affaires, une en face de l'autre. Lui, il a réussi à peu près à sauver son truc, mais c'était quand même compliqué. Bon, et nous, on a quand même perdu pas mal. On a perdu pas mal, et puis bon, on est rentré, et puis on a monté le Garnier juste après, donc c'était 2013, et là, ça a été un succès énorme. Donc en fait, on est passé en 6 mois de la dépression et de se dire putain, est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que je peux continuer, est-ce que c'est vraiment et à quelque chose qui a réussi et qui a explosé, quoi. T'es plus du côté que l'échec est formateur que plutôt destructeur, du coup. Enfin, là on ouais, voit au final. Je me dis que de toute façon t'es obligé d'avoir des échecs dans la vie, tu vois. Si t'as pas d'échecs, comment tu peux savoir maintenant, ce que je constate aussi aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué.
Et t'as plus trop de place à l'erreur, tu vois. C'est ça. Le truc, c'est qu'il y a 25 ans, nous, on n'a pas appris, on a appris sur le terrain. Mm. Et on a pu apprendre sur le terrain, on a pu se former sur le terrain. Et comme je te dis, quand j'ai commencé, moi, je savais pas faire de pizza. Hein. J'avais pris une recette, on a essayé d'apprendre et puis on a amélioré tous les jours. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, avec le système qui est en place, est-ce que tu peux encore te rater ? Je pense pas. Il faut optimiser, je pense. Tu vois ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut être un très bon gestionnaire avant d'être un très bon ouvrier quand tu travailles de tes mains, par exemple. C'est vrai. Il y a 25 ans, je pense que c'était le contraire. Tu vois, si tu étais bon dans ce que tu faisais, tu pouvais quand même t'en sortir. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Oui, tu peux vite te planter. Bah, carrément. Et puis, je te dis, on a un système qui donne pas de deuxième chance à l'entreprise. C'est trop oppressif. Mais vraiment, voilà. Bon. Si tu veux, on passe plutôt aux victoires. Ouais. On bascule. On t'a beaucoup connu, toi et ton frère, pour le Félix Faure. Ouais. Qui a été, je pense, ta plus grande victoire ou... Ouais, bah ça en fait. Ouais, enfin, ça a été une des victoires qu'on a eues, mais. Alors si on parle de victoire dans l'entreprise, ouais, mais déjà la plus grande des victoires pour moi, c'est aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, j'ai un toit sur la tête, voilà, on est en bonne santé, enfin c'est voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est un tout. Et ça pour moi c'est le plus important. Et si ça fonctionne pas ça peut pas fonctionner au niveau du travail. C'est sûr. Après les victoires, elles se sont nourries de celles d'avant en fait. Tu vois, donc en fait le Félix, ouais super, le Félix c'était un rêve d'enfant. Tu vois, on a pu acheter une affaire énorme, on en a fait ce qu'on a quand même voulu. Bon, il y a eu quand même des passages compliqués parce qu'on a pris le Covid aussi en plein milieu. Mais il n'y a pas le Félix s'il n'y a pas les 2 frères avant avec le petit camion pizza. Le petit camion pizza, ça devient la petite pizzeria. La petite pizzeria... C'est l'entonnoir. Bah, c'est clair. C'est clair. Et c'est un entonnoir qui remonte dans l'autre sens. Et en fait, c'est qu'une victoire en entraînait une autre avec son lot aussi de sacrifices, son lot d'échecs, son lot de complications. Mais le Félix, c'était un rêve d'enfant. Mais le Rossini, à l'époque sur Gambetta, c'était aussi un rêve d'enfant. Parce que moi, je me rappelle, j'avais une mobilette de la Poste, on n'avait pas d'argent. On avait acheté une mobilette sur un lot de 15. Je faisais des livraisons sur Gambetta. Et puis, je passais devant, à l'époque, c'était l'Occitanie, ce restaurant. Ouais. Et il y avait la queue. Et je remontais au camion pizza, mon frère faisait les pizzas. Je dis, putain, il y a un resto en bas, il est plein. C'est ça qu'il faudrait qu'on achète. C'est le rêve un peu. Ben, c'était le rêve. C'était un rêve qu'on a acheté, enfin qu'on a réussi à reprendre 12 ans, 13 ans plus tard. Et puis, pareil, gamin, je passais devant le Félix, il y avait la queue, c'était énorme, il y avait du monde partout. Je me dis, bon, ben là, le patron là-bas, bravo, ça doit être truc. Bon, si un jour on arrive à avoir ça, bah, ça y est, c'est bon, ça sera la quintessence. Et ouais, puis mais c'est on ça aura... qui te donne la grinta aussi. Bah, la chance qu'on a eue, tu vois, c'est aussi ça, c'est qu'il faut avoir des exemples de réussite autour de toi et puis t'en nourrir pour avoir... Alors, on n'a pas tous la même ambition, tu vois, on n'a pas tous envie de réussir de la même façon, et puis il y a plein de façons de réussir différentes, il n'y a pas que l'entreprise. Hein. Mais nous, on s'est beaucoup servi de réussite professionnelle comme ça, et Pierre Favazuli, à l'époque, quand c'était la personne à qui on a racheté le Félix, ça a été clairement un exemple pour nous, de réussite dans notre métier. Et au niveau de l'organisation, c'était un restaurant qui était ouvert jusqu'à 1h30 du matin, de souvenir. Ça se passait comment, du coup, au niveau de la vie de famille, que ça soit pour toi, pour ton frère ? Ouais, bon, alors nous, on a beaucoup travaillé, tu vois. Le truc, c'est qu'on a la chance d'avoir des femmes qui sont quand même conciliantes parce qu'elles le savaient, elles savaient comment ça allait se passer. Alors après, il y avait quand même des grosses équipes parce que Félix Faure, on était quasiment une 50aine à travailler. Donc t'es pas tout le temps au boulot, t'es souvent au boulot, mais t'es pas tout le temps au boulot. Par contre, t'es obligé de faire l'impasse sur plein de choses, tu vois. Nous, pendant des années, ouais, c'est mon anniversaire, samedi, tu viens ? Bah non, je bosse. Ah oui. Ouais, je me marie, bah non, je bosse. Oui, j'ai baptisé mon fils, bah non, en fait, je travaille. Et ça a été longtemps comme ça. Donc, ça, c'est un prix en vrai de pas profiter, de mettre de côté sa vie privée. Mais t'as pas de secret, en fait, si t'as rien. Et que tu veux avoir un petit peu, enfin, t'as par la pluie, il va rien tomber du ciel, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'es obligé de bosser. Donc, nous, on n'a pas eu le choix, on a bossé. Maintenant, c'est sûr qu'après, avec le recul, quand tu as un petit peu, soit tu te contentes de ce que t'as et puis tu te dis, bon, bah, je vais être un peu plus tranquille, ou tu continues à pédaler, quoi. Mais ça, tu te dis ça quand t'as la maturité. Peut-être au début, au moment du camion, tu te disais pas au ça. Début, tu te poses pas de questions, tu bosses tous les jours, tu bosses 7 sur 7, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jours fériés. Tu vois, là, les jours fériés, en ce moment, c'est tendance. Mais on va en parler après. Mais il n'y a pas de tout ça. Donc voilà. Donc après, ouais, je te dis, le Félix, ça a été une belle réussite, une belle histoire. Ouais, c'est quand même fou que deux Niçois comme nous qui arrivent quasiment de nulle part puissent arriver à rentrer dans un établissement comme celui-là, quoi. C'est emblématique. Et maintenant, il y a le Carré d'Or, il y a Oscar. Ouais, maintenant on a Oscar. Bah, en fait, Oscar, pareil, hein, affaire emblématique de Nice, parce que c'était le Milos. Donc du Milos, c'est devenu Oscar. Elle a été tenue pendant 53 ans par un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Bensadoun et qui nous l'a vendue. Arriver à rentrer dans une affaire comme ça, c'est pareil. C'est un emplacement, c'est une affaire qui a une âme, qui a une taille quand même... Sur la piétonne, ouais. Ouais, conséquente. Donc
C'est une belle affaire. Alors c'est une belle affaire pareil, hein, c'est une affaire qui travaille beaucoup, mais qu'il a fallu réinventer aussi pour s'adapter à la réalité économique aujourd'hui. Carré d'Or, oui, Carré d'Or c'est nouveau, donc je suis content. Alors maintenant je vois les affaires un peu différemment, tu vois, parce que d'ailleurs aujourd'hui j'ai le temps de parler un petit peu avec toi, c'est justement parce que j'essaie de voir les affaires différemment, et Carré d'Or, j'ai fait rentrer avec moi des anciens employés qui avaient des postes de direction chez nous, hein. Ok. Fabrice et Inès qui étaient avec nous depuis des années, hein. Inès elle est avec nous depuis une dizaine d'années, Fabrice un peu moins, et ma petite sœur aussi qui rentre aussi dans les affaires progressivement parce qu'elle est un peu plus jeune. Ok. Donc en fait aujourd'hui le modèle que j'essaie de mettre en place, c'est avoir des emplacements quand même sympas, une affaire qui peut tenir la route et qui répond aux besoins de l'endroit où elle est située, et puis partager un petit peu les risques aussi, et puis partager les bénéfices, parce qu'ils sont actionnaires avec moi, ils ont mis de l'argent. Tout le monde avance ensemble. Donc on avance ensemble, et puis je pense que si tu veux développer, si tu veux démultiplier, tu es obligé aussi au bout d'un moment d'accompagner. Enfin, de toute façon, il n'y a pas un chef d'entreprise qui va te dire moi j'ai avancé tout seul, je me suis fait tout seul. C'est impossible. Tu le fais en équipe, et ce qu'il faut, c'est arriver à récompenser aussi ceux qui peuvent te faire monter. Alors pareil, on n'est pas tous capables d'être patron. On n'est pas tous capables d'être un bon manager, on n'est pas tous capables d'être... Mais chacun peut être complémentaire quand on est plusieurs à entreprendre. Je pense, mais puis de toute façon, je te dire, aujourd'hui le système est tellement compliqué, il faut tellement être pointu, il faut tellement être bon dans plein de domaines particuliers qu'il faut de la complémentarité, mais c'est ce qui a fait la force de mon frère et moi. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vision qui est quand même... souvent la même, mais on a peut-être des moyens différents d'y arriver, et on est vachement complémentaires. Ouais. Et quand ça marche, ta vision, toi, c'est tu penses à l'étape d'après ou tu savoures? Je pense toujours à l'étape d'après. Non, mais ça, je pense que le propre de l'entrepreneur, c'est de toujours pédaler, tu vois. Je parlais avec un copain, Vincent Isaiah, pareil, hein, qui a une grosse boîte d'entrepreneuriat dans le bâtiment. Il me dit, en fait, quand tu es sur un vélo, si tu arrêtes de pédaler, tu tombes, tu vois. C'est ça. Donc le chef d'entreprise, c'est toujours pareil. Donc il est toujours, mais de toute façon, c'est l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que si tu te remets pas en question en permanence tous les jours, derrière, il y a des gens qui viennent te croquer, tu vois. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on a vendu des affaires quand on pensait qu'on était arrivé au bout de ce que nous, on pouvait apporter. Et c'était le cas pour Félix Faure? Ouais, mais ça a été le cas pour toutes les affaires qu'on a vendues. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des chiffres d'affaires où on disait, voilà, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Maintenant, peut-être qu'il faut laisser la place à quelqu'un d'autre pour que lui puisse apporter sa touche et garder ce qu'on a fait, l'améliorer, et puis et mettre sa touche personnelle, quoi. Donc c'est le modèle qu'on a mis en place, qu'on a exploité depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Ouais. Ok. Et au niveau de la restauration, vous avez d'autres projets là où on stabilise? Ouais, alors, mais je vais te dire, le truc c'est que, et ça c'est un problème plus national, mais aujourd'hui, monter des entreprises en France c'est compliqué, et franchement, je trouve qu'on n'est pas récompensé en tant que chef d'entreprise par rapport au risque qu'on prend. Donc je te dis, moi je suis toujours en réflexion, et j'essaye de trouver des solutions pour créer de la richesse. Et quand je dis créer de la richesse, c'est créer de l'emploi, c'est créer aussi des impôts, c'est créer tout ça. Et puis si on a de la chance, s'il en reste un peu, on en prend, tu vois. Mais vraiment, c'est ma philosophie. Enfin, notre philosophie de départ, au départ, c'était ça. On faisait pas les choses en comptant, tu vois. On faisait les choses parce qu'on avait envie de les faire. On donne. Et puis, mais on donne beaucoup. Et puis là, je pense que c'est le cas de plein de TPE et de PME en France, tu vois. C'est-à-dire que on a envie de créer. Maintenant, les conditions font qu'aujourd'hui, tu es aussi un petit peu le pied sur le frein, parce que créer une entreprise, ça implique beaucoup de prise de risque de la part du chef d'entreprise. Tu vois. La transition, elle est toute faite sur ta vision, sur l'avenir, sur la France, sur la région. Ouais. Comment tu vois la France dans un premier temps, dans 10 ans? Si là, je te dis, on est en 2035, comment tu vois la France? Je vais te dire comment je vois la France. Moi, comment je la verrai. Déjà, on a besoin d'avoir une vision. Nous, en tant que chef d'entreprise, tu vois, on se projette quand même beaucoup. Donc, on a besoin d'avoir une vision. Donc, comment je la vois aujourd'hui, si je dois l'imaginer avec tout ce que j'ai vu depuis 40 ans, je la vois pas forcément bien, et je la vois se démembrer, se décomposer. Tu vois, il y a un communautarisme qui est grandissant. Les gens se parlent plus forcément. Chacun devient individualiste, pense à sa petite personne. Donc, c'est pas du tout ma vision des choses, tu vois. Moi, je suis pour une France forte. J'ai pas de peur de dire que je suis. Ouais, je sais pas. Oui, c'était un sanglant. Bon, j'espère que c'est les bons partis alors. Parce que tu vois, en tant que chef d'entreprise, je suis pas non plus forcément trop. Bien sûr. Il faut que je reste quand même un petit peu loin de la politique, parce que c'est quand même compliqué de mélanger les deux. Mais je pense qu'on a une belle histoire, tu vois. On a une belle histoire de France qui s'est faite pour beaucoup dans le combat, dans la douleur. Donc en fait, on doit être fier de ça. Tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on navigue comme ça, et que depuis 40 ans. On n'a pas d'objectif. Donc je vais pas te dire, je vais te dire comment j'aimerais voir la France, moi, dans 10 ans, c'est clair. Mais moi, j'aimerais voir une France fière de son tourisme, déjà,
parce que c'est mon métier et puis parce que je pense qu'on a quelque chose à... C'est un moteur. Ouais, c'est carrément un moteur et puis c'est quelque chose qu'on sait peut-être mieux faire qu'ailleurs, d'accord ? En conditions d'hébergement, en conditions de restauration. On a quand même une expérience et une histoire culinaire et gastronomique qui est hyper importante. Donc une France du tourisme. J'aimerais voir une France de l'énergie, tu vois, on a été précurseur, notamment dans le nucléaire, on a laissé tomber ça depuis des années. Je pense qu'il faudrait qu'on se remette au combat et qu'on produise de l'énergie et qu'on la vende à nos voisins européens et peut-être qu'on ferme les robinets, notamment du gaz, à droite et à gauche pour devenir indépendant et pour pouvoir retaper du poing sur la table et se faire entendre. Pionnier un peu. Carrément. J'aimerais voir une France de la recherche, tu vois, avec des cerveaux. Et puis ces cerveaux, j'aimerais qu'on les garde chez nous. Tu vois, on est 67 millions aujourd'hui en France. On n'a pas la taille des États-Unis, mais on n'a clairement pas la taille de la Chine ou de l'Inde. Donc comment est-ce qu'on veut se démarquer par rapport aux autres ? Tu vois, donc en fait, je pense qu'il faut se démarquer par l'excellence. Ouais, clairement. Et pas par la nullité ou par la médiocrité ou par le niveau moyen, mais qu'on essaye de mettre en place depuis des années. Moi, j'y crois pas à ça. Ça marchera pas. Tu vois ? Et si on fait l'entonnoir, on parlait d'entonnoir tout à l'heure, comment tu vois Nice dans 10 ans ? Sur n'importe quel plan que tu le souhaites. Non, mais je vais te dire, moi, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être à Nice. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'en comparaison du reste de la France, on a la chance aujourd'hui à Nice d'avoir une équipe en place. Je pense à Christian Estrosi et à tous ses adjoints, mais qui a quand même fait beaucoup pour la ville depuis combien de mandats ? 3 mandats, c'est quoi ? C'est le 4e mandat cette année ? Enfin, ça va être le 4e mandat l'année prochaine. Donc 3 mandats, mais ça a été fait quand même auparavant. C'est-à-dire que par rapport à certaines collectivités ou certaines métropoles où les équipes municipales ont quand même changé de bord, on a la chance d'être à Nice. Après, tout le monde fait des erreurs, ils font des choses bien, ils font des choses pas bien, pas de problème. Mais ça apporte une stabilité qu'on n'a pas ailleurs. Je pense surtout qu'on a réussi à justement fixer des objectifs. Tu vois. Aujourd'hui, on est attractif. C'est une ville dans laquelle il y a des capitaux qui viennent s'installer, il y a des gens qui viennent investir. On a un aéroport qui se développe. On a du monde, on est vu. Au niveau national et international, on a eu des événements tu vois, le Tour de France, qui a le sommet des océans, dernièrement, mais il y a beaucoup de choses. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même une visibilité au niveau, moi je vais te dire, au niveau du monde, et puis au niveau national, international, européen, qui est quand même bonne. Donc je compare avec des copains, moi, qui sont partis ailleurs et qui ne sont pas forcément restés à Nice. On a beaucoup de chance, il y a cette attractivité-là qui est là. Alors il y a encore du boulot, il y a encore plein de choses à faire, notamment dans mon domaine. Bien sûr. Mais je pense qu'on a beaucoup de chance d'être à Nice. Et donc je pense que la ville se développe bien. Il faut penser aussi aux Niçois, donc il faut que le Niçois puisse continuer, tu vois, à se loger, que l'actif puisse continuer à bosser. Donc ça, c'est des problèmes aussi peut-être locaux ou nationaux, tu vois. À régler, ouais. Ouais, il y a des trucs à régler parce que forcément, il y a aussi, quand tu montes comme ça, il y a forcément des choses qui sont pas forcément bonnes, donc il faut arriver à trouver des solutions. Et je pense au logement, par exemple. Moi, le logement pour l'actif, c'est clairement un objectif prioritaire. Et est-ce que pour tes employés, notamment de Oscar ou de Carré d'Or, dans des packages que tu proposes à tes employés, tu peux proposer aussi un logement des fois quand tu vois que quelqu'un n'a pas la possibilité. Non, mais nous on le fait pas parce qu'on a quand même beaucoup d'équipes à l'année, donc c'est des gens qui vivent ici tout le temps et on fait pas trop de saisonniers, tu vois, donc c'est plus pour les gens saisonniers qui logent un peu le personnel. On le fait pas. Et puis bon, toujours pareil, tu as aussi un système français qui fait que quand tu as un avantage en nature au niveau du logement, tu vas payer encore des charges dessus et tout, et puis c'est hyper pénalisant pour l'entreprise, tu vois. Et est-ce que tu crois que des commerçants comme toi, des indépendants, des entrepreneurs, est-ce que vous avez encore une chance de faire changer les choses, que ça soit au niveau local, régional, national ? Est-ce que ça peut partir de là au final ? Alors je vais te répondre très franchement. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est l'entreprise et la TPE et la PME. Alors évidemment les entreprises du CAC 40, mais il y a quand même beaucoup plus de PME que d'entreprises du CAC 40 qui créent une grosse partie de la richesse en France. Et je pense qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on ne nous entend pas parce qu'on a la tête dans le guidon. Ouais. Tu bosses, tu as des crédits, tu as des soucis, tu as des problèmes à gérer, tu n'as pas forcément le temps de te mêler aussi trop de la vie publique. Et puis tu vois, les patrons, tu les vois jamais dans la rue, quoi. Et pourtant, ils ont plein de choses à dire. Bien sûr. Donc, c'est vrai, en plus. quand tu vois aujourd'hui les syndicats qui représentent, je sais pas, peut-être 1%, 2% des salariés qui sont payés par les entreprises, mais qui arrivent à bloquer le pays, en fait, on marche sur la tête. Quoi. Ça, c'est le problème, c'est que moi, demain, si on donne la parole au chef d'entreprise, je peux te garantir que le chef d'entreprise, le bon employé, il veut le garder et il veut le protéger. Tu vois, donc en fait il faut simplement remettre les choses dans le bon sens, et moi je pense qu'aujourd'hui l'entreprise elle devrait avoir un parti politique, tu vois, c'est clair quoi. Il devrait y avoir un parti, le parti des chefs d'entreprise, mais dans ce parti là il y a aussi les employés qui ont compris qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui tirait
la charrue et qu'en fait, c'est en étant ensemble qu'on avance, quoi. C'est ça, il faut arrêter de mettre l'employeur vs l'employé. Mais il n'y a pas d'opposition. Ensemble, en fait. Il n'y a pas d'opposition. C'est pour ça que je te dis juste que pour moi, les syndicats, en fait, je pense qu'un bon chef d'entreprise, il est beaucoup plus syndicaliste qu'une personne de la CGT ou de la CFDT ou de Force ouvrière, c'est sûr et certain. Mais par contre, il va protéger celui qui bosse vraiment et qui va faire avancer les choses, surtout. Carrément, carrément. Si je te donne une carte blanche, Ouais. et pour changer quelque chose en France ou changer plusieurs choses en France, sur un top 3, tu changerais quoi? Avec cette carte blanche, elle passerait obligatoirement. Moi déjà, je vais te dire, on peut pas le faire pour l'instant, pas encore trop, mais au niveau du travail, j'essaierai de faire en sorte que tout le monde soit indépendant. Tu factures tes prestations à ton employeur et puis c'est hyper simplifié. Non mais ça serait bien pour nous, tu vois, on arrête. Limite les charges. Bah en fait, chacun se drive. Tu responsabilises les gens, tu veux travailler, tu travailles, tu factures, tu veux pas travailler, tu travailles pas. C'est ce qui se passe avec l'ubérisation. Par exemple, je prends les livreurs Uber Eats. Ouais. Mais je le ferai. Ouais, mais je mettrai pas ça. Je mettrai pas de société entre les deux, tu vois. Ok. Parce que le problème, c'est que en faisant ça, tu fais un peu, tu transformes un peu les gens en esclaves, parce qu'en fait, c'est la centrale qui gagne le plus. Non, moi, je ferai reposer la responsabilité sur l'humain, vraiment. Ok. Donc, tu veux travailler, tu vas proposer tes services à droite, à gauche, on te facture. Enfin, tu vois, on simplifie les choses. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je simplifierai l'administration et puis en fait, je ferai en sorte qu'on ne soit pas en opposition avec l'entreprise. Tu vois, le problème, c'est qu'aujourd'hui... Tu penses à quoi quand tu me dis ça? Je vais te donner un exemple très précis. Il n'y a pas longtemps, on a embauché le fils d'une amie qui a 15 ans et demi. Hein, voilà, donc il est mineur. Donc quand tu es mineur, tu as des dispositions spéciales. Ouais, alors il y a ça, mais tu dois demander l'autorisation à la direction de l'inspection du travail. Et en fait, je sens que moi j'ai une personne qui m'a téléphoné et je sens qu'on est en opposition clairement, alors qu'on doit bosser main dans la main, tu vois. Et le problème, c'est que indirectement, ces administrations-là sont payées avec l'argent d'entreprise. C'est l'entreprise qui crée la richesse tous les jours et qui trouve des solutions aux problèmes qu'on lui a créés, quoi. Tu vois. C'est vrai. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'on travaille main dans la main. On est en opposition. Et c'est pas bon. Et on peut pas faire avancer le pays comme ça. Donc en fait, il faut qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Il faut un droit du travail, bien sûr qu'il en faut un, évidemment. Mais je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts là-dessus et je pense que la France, aujourd'hui, est clairement en avance par rapport à plein de pays, tu vois. Mais peut-être qu'on est arrivé à un moment où il faut aussi qu'on dise stop et il faut qu'on pense à l'entreprise. Et pour l'entreprise, aujourd'hui, elle a besoin de rentabilité. Donc là, j'essaierai de faire en sorte que l'administration puisse être peut-être un petit peu plus souple et fluide et puis qu'elle sache ce qui se passe, tu vois. Je pense que les gens qui bossent dans l'administration devraient venir dans le privé pour voir comment ça se passe et pour mettre en application les règles qui pondent. On va voir si ça marche. Et puis surtout quand s'il y a eu un empêchement du fait que la personne de 15 ans puisse pas travailler ou mettre du temps... Non, mais elle a pu travailler, mais le problème c'est la façon dont c'est dit. Tu sais, c'est cette pression-là qui est en permanence, alors qu'en fait il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est quelqu'un qui va venir bosser même pas 30 heures par semaine, qui fait 9h, 15h. Bon. Tout est clean et tout est... Il n'y a pas de problème, mais c'est la façon de parler aux gens et c'est la façon de traiter le chef d'entreprise qui me dérange, moi. Tu vois, moi aujourd'hui, je pense que le chef d'entreprise, il faut qu'il soit pas malade, il faut qu'il continue à avancer parce que c'est lui qui crée la richesse. Enfin, c'est lui et ses équipes, mais c'est son énergie qui sert à tirer le chariot, tu vois. Bien sûr. Et troisième, je peux t'en donner plein d'ailleurs, mais troisième, vas-y, on a le temps. Non, mais je pense que l'éducation, je pense qu'il faut revoir le système éducatif. Tu vois, Pour moi, la base est là. C'est le pilier. Alors, on est d'accord, mais voilà, moi, je partais de l'entreprise, machin, mais tu vois, le pilier aujourd'hui, je pense qu'il faut des vrais moyens. Moi, je parle avec plein de copains qui sont dans l'enseignement, qui sont rentrés là-dedans par vocation et qui aujourd'hui sont dégoûtés du système. Ils doivent faire le rôle de la famille, le rôle du professeur, le rôle de l'avocat, le rôle du psychiatre. Bon, il faut arrêter, quoi. Donc aujourd'hui, il faut des vrais moyens sur l'éducation. C'est le socle de notre société. Tu vois, donc un professeur avec 28, 30, 32, 34 élèves, est-ce que c'est... Je sais pas, non. Moi, je pense que c'est pas bon. Je pense qu'il faut voir les choses différemment. Peut-être qu'il faudrait plus de personnel, du personnel compétent, peut-être mieux payé. Peut-être qu'il faudrait revoir le modèle éducatif, revoir aussi la façon dont on apprend à nos enfants. Tu vois, je suis pas forcément pour... moi, j'ai 3 enfants, hein, donc quand je vois que j'en ai un qui est en CE2, il commence la journée à 8h30, il a fini à 4h30 et puis il rentre encore à la maison, il fait des devoirs. Est-ce que c'est productif, pas productif, tu vois? Et je pense que quand tu es enfant, tu as beaucoup de choses à apprendre et tu l'apprends notamment sur le terrain au contact de personnes qui sont plus anciens et peut-être que ça te marque, ça, tu vois. Donc je pense que le système éducatif, il faut le revoir, il faut arrêter et puis il faut viser l'excellence. Il faut viser l'excellence. Qu'est-ce qu'on veut faire de la France? Donc on en revient à tes 10 ans, comment tu vois la France? C'est ça, ouais. Et moi je vois la France dans le top 5. Dans le top 5 des pays mondiaux, mais ça veut dire quoi le top 5?
On peut être au niveau du top 5 parce qu'on a des avancées sociales qui sont claires, mais ces avancées sociales-là, si on veut les financer, il faut faire entrer aussi de l'argent. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un outil de production qui soit efficace. Soit solide, ouais. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on veut produire? Moi, je veux produire, ouais, bien sûr, mais je veux produire de manière propre et de manière, je sais pas, enfin, qui respecte l'écologie. Tu vois, j'ai pas envie d'entendre comme dans certains endroits, je peux l'entendre. On dit, ben voilà, aujourd'hui. On arrête de consommer l'électricité, donc on prend plus qu'une douche par jour, mais c'est débile en fait. Non, mais moi si j'ai envie de prendre 10 douches par jour, j'ai envie d'en prendre 10. Bien par sûr. contre, et je me donne les moyens pour en prendre 10. mais par contre, je veux que l'électricité qui serve à chauffer l'eau, elle soit propre, et surtout c'est que l'eau, on puisse la récupérer, la traiter, et puis qu'on puisse s'en servir ad vitam aeternam, tu vois. Carrément. Je veux pas entendre dire, ouais, il faut pas couper un arbre, mais si on coupe un arbre et qu'on se sert du bois, il y a pas de problème. On coupe un arbre, on en plante deux. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut pas régresser, il faut continuer à avancer, et c'est le propre de l'être humain. Enfin, je veux dire. Faut pas rentrer dans la restriction. Mais en fait, mais l'être humain, il est là pourquoi? Il est bon pourquoi? Il est bon parce qu'en fait, on arrive à réfléchir, on arrive à inventer, on arrive à innover, on arrive à rechercher. Aujourd'hui, on voit qu'on se réarme. Alors certainement, j'ai peut-être pas toutes les informations, hein, et peut-être que c'est vraiment une priorité, certainement, mais moi je trouve que c'est complètement dommage. On devrait utiliser notre temps et notre cerveau à trouver un vaccin peut-être contre les cancers. On devrait vivre peut-être plus longtemps et vivre mieux. On devrait, je dis, moi si tout le monde en France bosse aujourd'hui, on pourrait travailler 4 jours. 3 jours. Tu la vois la semaine, toi, de 4 jours Mais moi, je la vois à partir du moment où tout le monde bosse. Ouais, carrément. Bien sûr. Et en fait, on a tellement souffert pour en arriver là. Enfin, je veux dire, c'est un combat, l'histoire de France. Allez, même si je dis, bon, elle est plus vieille que ça, mais on va dire qu'on part sur 2000 ans d'histoire. Tu t'imagines tout ce qui s'est passé en 2000 ans? On a quand même amélioré nos conditions de vie. Moi, je pense par rapport à mes parents, par rapport à mes grands-parents. On vit beaucoup mieux. On vit beaucoup mieux. Il faut être respectueux. On vit plus longtemps. Mais alors, là, maintenant, c'est en train peut-être de stabiliser un petit peu, mais il faut être respectueux, tout ça. Ça s'est fait pourquoi? Parce qu'on a avancé. Donc, il y a des cycles. Là, je pense qu'on est à la fin d'un cycle et il faut arriver à se réinventer. Et je pense que la France doit faire partie des leaders. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un président de la République. Et j'ai pas l'impression qu'on ait de plan à 10 ans. Moi, c'est ce que j'aimerais avoir en tant que chef d'entreprise. Bien sûr. J'aimerais qu'on me dise, bon, bah, écoutez, voilà, j'ai tel projet, on va faire ça. Et dans ce cas-là, je pourrais accrocher. Le problème, c'est que non. Là, on m'invente des impôts, on m'invente des restrictions. J'ai pas forcément l'exemple en plus au niveau du gouvernement. Tu vois, c'est pas forcément eux qui vont montrer l'exemple. On veut faire des économies, il faudrait déjà que ça commence par en haut. Et je pense que c'est ça que les Français ont envie d'entendre. En tout cas, c'est ce que les chefs d'entreprise ont envie d'entendre, c'est sûr. Oui, quand tu demandes des restrictions à quelqu'un, il faut que tu donnes l'exemple. On est d'accord, c'est comme ça que ça marche, non? Enfin, je sais pas, moi j'ai été élevé comme ça en général. En tant que patron de restaurant, tu vas montrer à tes employés que tu connais ton travail avant de leur dire fais ci, fais ça. Enfin, c'est la base, on est tous d'accord, mais peut-être qu'il y a un décalage. De toute façon, je vais te dire, celui qui est en haut, en théorie, ça doit être le meilleur. Ouais. De toute façon. Enfin, je sais pas. Après, il peut se faire déléguer. Il peut se faire entourer, mais dans tous les cas, il faut avoir une vision, tu vois. Je vais te dire un truc, demain, si tu nais milliardaire, bon, milliardaire, c'est quand même dur de planter, mais si t'es pas bon malgré tout, tu vas sauter. Donc, tu vas te faire accompagner, mais il faut avoir une vision, et cette vision-là, c'est le chef d'entreprise qui l'a. Et il faut être respectueux, tout ça, tu vois. Ouais. Et c'est pas ce que je ressens aujourd'hui. J'ai l'impression que le chef d'entreprise, c'est une vache à lait sur laquelle on va taper. Allez, tiens, donne encore un peu plus de restrictions, un peu plus d'impôts, mais on n'avance plus comme ça. Les marges des entreprises, elles ont fondu. Aujourd'hui, si on veut pouvoir investir dans nos entreprises et dans nos outils de travail, il faut qu'on puisse être rentable, il faut qu'on puisse créer de la marge. Et c'est ce qu'on perd. Et on la perd pourquoi? Parce que ça part dans tous les sens. Et c'est la façon dont est dépensé l'argent public. Moi, je pense que on n'est pas bon. On n'est pas bon. Oui, il y a quelqu'un qui disait, Cyril Hanouna donnait une idée sur la vision de la France dans plusieurs années, et disait que les gouvernements et tous les immeubles que possède la France, on pourrait mettre plusieurs ministères dans un même bâtiment. Déjà, on économiserait de l'argent. Toi, tu es d'accord avec cette vision? Mais moi, je suis d'accord avec tout ça. Mais évidemment, de toute façon, il faut mutualiser un maximum, il faut faire des économies. Mais tu t'imagines combien ça coûte, tout ça? Enfin, tu peux pas demander à un retraité de lui dire qu'il prend 1 500 € par mois, qui a travaillé toute sa vie. On va vous enlever 50 € tous les mois, et puis continuer à avoir une armée de chauffeurs, une armée de services, une armée de frais de représentation. C'est pas possible. Ça, c'est plus entendable. Par contre, moi, il y a quand même quelque chose qui me choque, c'est quand je vois qu'un footballeur de Ligue 1, par exemple, je sais pas, gagne 100 000 € par mois et qu'un président gagne 15 000 € par mois, ça me choque. Tu vois? Et je serais plus d'avis pour mettre des ministres, pas forcément des gens qui ont fait des grandes études et qui ont fait des grandes écoles, mais des gens de terrain. Des gens de terrain, des chefs d'entreprise, mais qui seraient payés au résultat. Ça me choquerait pas du tout, par contre. Parce que si demain j'ai le résultat derrière et qu'on arrive à résorber la dette de X centaines de milliards ou dizaines de milliards d'euros par an,
ça me dérangerait pas de payer la personne correctement par rapport à ça. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est montrer l'exemple, mais aussi le bon, il faut le payer. Donc c'est un peu paradoxal, mais il faut qu'on avance dans cette direction-là, quoi. Après, le souci avec le football, c'est que c'est drainé par des centaines de contrats publicitaires qui du coup font augmenter. Je comprends tout ça, mais enfin le budget de la France, il est quand même plus important que le budget de la Ligue 1, non je sais pas. D'accord. Bon, donc il y a plein d'économies à faire. Alors je sais pas que Cyril Hanouna avait donné sa vision de la France. J'essaierai de l'écouter pour voir un petit peu, mais. Bah, il parlait de choses pragmatiques. Parfois, il est souvent décrié, bien sûr. Mais au moins, il parle pragmatique et il parle terrain. Mais est-ce que c'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens qui sont connectés à la réalité, tu vois? On parlait, bon, maintenant il y a le cumul des mandats, c'est plus possible, mais un député maire, par exemple, ça a du sens, parce que quand tu es dans ta ville 3 jours par semaine, et puis 2 jours ou 3 jours, enfin, tu es à Paris, tu vois ce qui se passe aussi. Il faut peut-être des gens qui soient connectés au terrain, tu vois. Le prix de la baguette, il faut le connaître, c'est clair, hein, je pense. Le prix du lit d'essence, il faut le connaître. Et je te dis, les retraités, on en parle. Moi, je vois mes parents, ils ont été à crédit pendant 42 ans. C'est-à-dire quand ils ont commencé, ils ont fait un crédit, ils ont fait des crédits toute leur vie. Ils ont terminé le crédit pour leur résidence principale, je pense, 6 mois avant de prendre la retraite. Donc, et tu fais quoi? Tu vas leur taper dessus encore parce que en soi-disant, ils sont privilégiés. Mais s'ils sont privilégiés, c'est parce qu'ils ont bossé, c'est pas tombé du ciel. Hein. Donc, et puis en plus, les retraités aujourd'hui aident quand même beaucoup, je pense, leurs enfants, leurs petits-enfants. Je pense que c'est pas le message qu'il faut envoyer. Voilà. Aujourd'hui, il faut recréer de la richesse. Comment est-ce qu'on recrée de la richesse? Avec l'entreprise. Comment est-ce que l'entreprise peut créer de la richesse correctement en étant imposée correctement et en arrivant à faire son métier? C'est pas l'impression que j'ai. Enfin, plus ça va, moins c'est l'impression que j'ai. Et on espère qu'il y aura des meilleurs jours. Ouais, mais je pense que les meilleurs jours, ils arrivent avec. Faut pas lâcher cette vision, en fait. Ah non, mais je pense que les entrepreneurs ne la lâcheront pas, mais ça peut arriver aussi que par des périodes de conflit ou de disputes, tu vois. Et c'est là où on règle les comptes, en gros, si tu me permets l'expression. Mais carrément, non, mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui se dégage par rapport à d'autres pour arriver à donner une vision claire pour la France. Parce que je peux te garantir que moi, en tant que restaurateur, je veux dire, c'est le bon baromètre de la France. Je vois plein de gens de plein d'origines différentes. Je vois des chômeurs, je vois des ouvriers, je vois des banquiers, je vois des notables, je vois des notaires, je vois des avocats, je vois des policiers, je vois des voyous, je vois de tout. Et ta vision, du coup, avec tous? Ma vision, mais même surtout, c'est qu'en parlant avec tous ces gens-là, on a quasiment tous la même vision des choses. Le chômeur, il sait très bien que, en fait, il est au chômage. Je vais pas tirer sur les chômeurs, hein, mais je dis qu'en final, le système, il est quand même plutôt cool. Bon, il y a un système qui peut te permettre de faire ça. Pourquoi ne pas l'utiliser, tu vois? Le voyou, il va te dire, ouais, écoute, je risque un peu de prison, mais bon, au final, par rapport à ce que je risque et par rapport à ce que je vais gagner, je vais continuer à le faire. Tu vois? Bon, et donc, tout le monde est conscient qu'il y a un système qui est comme ça, et puis en fait, tout le monde va l'utiliser. C'est pas bon. Tu vois, l'ouvrier, il aimerait gagner plus. Il aimerait gagner plus. Il pense que son patron, il gagne trop. Il se met pas forcément à sa place. Il sait pas non plus les responsabilités qu'il y a quand on est en haut. Si demain je lui laisse les clés de l'entreprise, ça c'est sûr que ça va couler en 2 temps, 3 mouvements, tu vois. Donc moi, l'impression que j'ai quand même, c'est que les gens ont besoin d'ordre et ont besoin de vision. Ça c'est clair, c'est l'impression que j'ai de tous les jours en parlant avec mes clients. Tu vois. Oui, sinon on va face au mur. Ah c'est sûr. Donc, et est-ce que c'est ce qu'on a aujourd'hui? Non, on l'a pas. Tu vois, hier, il y a eu des annonces de notre Premier ministre. Forcément, personne n'est d'accord, quoi. Moi, je suis d'accord avec le principe qu'il faut faire des économies, qu'il faut redresser la France, c'est sûr. Il faut les faire au bon endroit. Il faut les faire au bon endroit, et puis il faut commencer déjà par montrer l'exemple. Et c'est ce que les Français veulent. Tu vois, on est tous conscients que c'est compliqué, mais il faut que tout le monde fasse des efforts. Bien sûr. On revient un peu sur le côté positif. Ouais. Tu as eu des mentors, je pense, dans ta vie d'entrepreneur. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont donné des conseils fondamentaux? Et quel est le conseil qui t'a le plus marqué et sur lequel tu t'es basé? Déjà, je peux te dire, on va repartir sur l'exemple des parents, mais l'exemple des parents et des grands-parents, il est primordial, tu vois. Mon père, j'ai toujours vu bosser. On n'a jamais manqué de rien, même si on n'était pas riche, mais on était heureux, tu vois. Et donc, travail, rigueur, faire les choses correctement. Tu vois, c'est marrant, mais mon père, en général, souvent, il dit travail fait par Guintran garantit 100 ans, tu vois. Mais peut-être que c'est une phrase qu'il faudrait reprendre un petit peu parce qu'on a trop tendance à faire les choses à la va-vite et puis en fait on revient dessus en permanence et au final ça nous coûte beaucoup plus d'argent et ça nous prend beaucoup plus de temps. C'est vrai. Ça c'était pour l'exemple familial. Maintenant dans le travail,
Je pense qu'on a eu la chance, moi, très jeune, enfin 18-19 ans, j'étais à l'IUT en Tech Deco, hein, donc j'étais promotion 2000, donc ouais, j'ai eu 20 ans en 2019. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Robert Acoury, qui s'appelle Bob. C'est rigolo parce que son neveu, c'est GMK, tu sais, celui qui fait les voitures. Ouais. Et Bob, en fait, il m'avait pris un peu sous son aile, et donc il était à Monaco, lui. Bon, moi, j'étais à Nice, je connaissais pas Monaco, tu vois. J'ai découvert Monaco, c'était Disneyland, tu vois. Euro Disney, c'était nickel par terre, les propres, la police, tout le monde en blanc. C'était super, ouais. Et donc, il m'a pris un peu sous son aile, et en fait, c'est pas un conseil, mais c'est une façon de faire les choses, tu vois. C'est-à-dire que si tu as des rêves dans la tête, que tu as envie d'avoir une jolie montre, une jolie voiture, un bel appartement, et que forcément t'as pas trop d'argent, bah, il faut bosser. Il faut être meilleur que les autres. Il faut avoir la bonne idée, le faire sur le bon secteur et le faire correctement. Donc ça m'a donné envie d'avoir des belles choses et de me dire waouh, c'est quand même cool de vivre comme ça, parce que bon, tu sors, tu vas au restaurant, tu vois des gens, c'est quand même bien. Et puis après, dans mon métier plus particulièrement, il y a eu Patrice Bocchini qui a plusieurs affaires à Antibes maintenant et qui est quelqu'un d'hyper respecté et respectable, qui m'a montré une façon de faire, et c'est un peu la façon qu'on a dans nos restaurants et qu'on a appliqué, mais qu'on a modifié et qu'on a fait notre sauce aussi. Bien sûr. Et puis il y avait Yves et Evelyne aussi à Monaco qui travaillent, donc c'est des patrons comme ça sur lesquels je me suis inspiré, pas forcément de conseils, mais un état d'esprit et une façon d'être, tu vois. C'est-à-dire que tu le disais tout à l'heure, mais c'est que le patron, il doit être meilleur que les autres, mais en fait le patron déjà doit tout savoir faire, enfin dans nos métiers, tu vois. Si tu veux être respecté, bah, il faut savoir faire la plonge, il faut savoir faire à manger, il faut savoir nettoyer, il faut savoir servir, il faut savoir découper les poissons, enfin les viandes. Enfin, sinon t'es pas respectable. Moi, je me sentirais pas de toute façon de donner un ordre à quelqu'un sans savoir le faire. Bah, il y a aucun intérêt, tu vois. Donc c'était plus un état d'esprit et une façon de suivre les choses plutôt que des conseils, tu vois. Parce que les conseils, bon, c'est bien, mais ça te marque pas forcément. Par contre, si je te montre la façon dont on fait les choses, la façon dont on parle aux gens, la façon dont on respecte les gens, bah, tu vas t'en inspirer, tu vas le faire à ta sauce, mais en tout cas, ça va te marquer et c'est ce qui va te permettre d'avancer. Si tu pouvais parler là, aujourd'hui, au Fred qui a 20 ans, tu lui dirais quoi après ces années passées, ces galères, ces réussites, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, je lui dirais aussi peut-être d'un peu plus écouter les anciens, tu vois, parce que j'ai écouté, mais pas trop. T'as la tête dure, tu veux faire des choses, et puis bon, finalement, tu te rends compte que il y avait des gens qui n'avaient pas forcément tort, mais le conseil que je lui donnerais, c'est de continuer à être comme il a été, parce que tu vois, j'ai quand même été... j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai écouté des gens, j'ai écouté mon cœur souvent, tu vois, et bon, des fois dans l'entreprise, il faut savoir être dur et tout, mais bon, j'ai pas envie de forcément trop de changer ça. Tu veux rester humain. Ouais, je lui dirais de continuer à faire pareil. Maintenant, si jamais je sais tout ce que je ferais, j'aurais investi dans l'immobilier un peu plus tôt, tu vois, par exemple. Mais ouais, je pense que plus tôt, j'aurais essayé de commencer plus tôt à essayer de m'appuyer sur des personnes, tu vois. Je pense qu'on a attendu un peu longtemps quand même, parce que on n'avait pas forcément cette maturité ou ce recul avec la vie pour essayer de s'appuyer sur d'autres personnes, parce qu'il y a plein de gens bien, tu vois. Il y en a quand même plein, tu vois. Il faut juste les trouver et puis arriver à avancer avec eux et puis arriver à fixer bien les tâches. Donc c'est le conseil que je lui donnerais. Je lui dirais de continuer quand même à croire en la France, tu vois, parce que moi j'ai voulu partir aussi, tu vois, même j'ai voulu partir, essayer de faire autre chose et tout, puis je pense qu'on a un beau pays, on a une belle région, et puis ça serait dommage de la quitter, tu vois. Et puis, quel conseil je pourrais encore lui donner ? Je sais pas, tu sais, la vie, des fois on se dit, ouais, j'aimerais bien revenir à 20 ans, je repars à zéro avec tout ce que je sais maintenant, ouais, c'est clair. Mais ça aurait pas la même saveur. Bah, carrément. Tu vois, tous les moments que tu as passés, dans lesquels tu as galéré, tu as douté, tu t'es inquiété. C'est le fruit, ça c'est la base. Puis c'est ça qui fait, tu vois, c'est que le temps, il avance quand même. Donc, en fait, plus le temps avance, et plus il faut que tu prennes les bonnes décisions, tu vois. C'est vrai. Donc, voilà, quoi. Si tu as des jeunes en face de toi qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, lancer un restaurant ou lancer je ne sais quoi, si tu as 2 conseils à leur donner, tu leur donnerais quoi comme conseil ? Même si ça retrace un peu tout ce que tu as dit depuis le début de l'interview. Bah, je sais pas si c'est des conseils, mais dans tous les cas, je leur dirais franchement de croire en eux à fond. Tu vois ? Parce que... Ah mais ouais, parce qu'en fait, si t'écoutes les gens qui sont autour de toi, on va te dire, mais non, ne le fais pas, c'est dangereux, ne le fais pas, c'est risqué. Oh non, n'y va pas, attends, tu vas te planter. Mais en fait, qui a la réponse à tout ? Donc en fait, si t'as quelque chose dans la tête, t'as quelque chose dans le cœur et que t'as envie de le faire, il faut le faire. Tu vois ? Et ça, c'est sûr, donc... Parfois, il faut pas trop se poser de questions non plus, tu vois, parce que si tu te poses trop de questions, t'avances pas. Tu te bloques. Donc il faut essayer, donc il faut croire en soi et pas forcément trop à côté. Donc tu vois, ça peut être paradoxal parce que tu dois écouter les conseils des anciens,
Et par contre, si t'as un truc dans la tête, il faut le faire, quoi. Ça, c'est la première des choses. Deuxième conseil qui me paraît aussi primordial, c'est que par contre, c'est très compliqué. Donc c'est très compliqué, donc prépare bien ton projet. Sois solide. Réfléchis à un maximum de choses. Fais en sorte qu'au niveau financier, gestion, légalité, tu vois, juridique, tu sois en place parce que malgré tout, même si tu es très bon, derrière, tu as quand même beaucoup de complications et donc il faut être hyper préparé. Voilà. Okay. Les 2 conseils que je pourrais donner à des jeunes qui veulent se lancer. Et je les inciterai à se lancer à fond parce qu'il faut. Et il faut aussi... toutes les nouvelles choses, elles sont en train d'arriver là. Et ça va arriver de la jeunesse. Hein. Enfin, en grande partie, à mon avis, j'espère. Il va falloir être prêt, ouais. Bah, carrément. Si on finit l'interview avec une phrase qui te résume. Ça serait quoi? Avec une phrase qui me résume, un mot qui me résume, ouais. Alors un mot, est-ce que ça sera assez? Je sais pas trop. Mais non, j'en ai plusieurs, tu vois, mais alors des faciles, mais tu vois, celui qui veut la paix prépare la guerre. Bon, bah celle-là, c'est un peu le chef d'entreprise, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être en permanence sur le qui-vive et puis en permanence se remettre en question pour avancer. L'avenir du monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça, je pense que c'est pas mal aussi, tu vois, parce que c'est pas en dormant que tu vas réussir à faire des choses. Mais non, si je devais dire un mot, non, je dirais générosité. Je veux continuer comme ça. Ok. Voilà. Ça te résume bien. Ouais, ça me résume bien. Bon, ouais, je pense. Ok. Merci Fred pour ta transparence, ta vision. David, merci beaucoup. Le message que tu donnes ici sur Azur. J'espère que ça pourra inspirer plein de gens parce qu'en fait, on a la chance aujourd'hui, tu vois, de pouvoir faire passer des messages et je te remercie pour ça d'ailleurs parce que c'est quand même super sympa. Et il faut inspirer des gens. C'est le but d'Azur. À bientôt. Merci beaucoup.